Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure d'audition ou de suivi ou d'écoute de cette émission. Nous sommes très heureux de vous savoir devant vos différents canaux pour suivre un nouveau numéro de Business and Market Television, BMTV. Et aujourd'hui, je me permets de vous souhaiter un joyeux Noël et de vous présenter mes vœux le meilleur pour l'année 2025 que nous espérons excellente pour nous et vous. Pour vous et nous. Et aujourd'hui, nous allons justement évoquer des sujets qui vont vous intéresser, qui portent sur notre être, sur nous comme êtres humains au regard de tout ce que nous avons comme difficultés. Comment gérer ces difficultés en cette période, fin de l'année, début de l'année. Et pour ce faire, nous allons d'abord commencer par ce qui nous intéresse. Vous le savez, vous tous en tout cas, pour ceux qui sont chrétiens, peut-être ceux qui ne le sont peut-être pas, vous avez été secoués par les enfants, par la famille pour l'organisation des festivités de fin d'année. Il y a la Noël, il y a la Saint-Sylvestre qui arrive. Et tout cela, d'où proviennent ces festivités? Quelles sont les origines de ces festivités? On commence d'abord par un petit reportage pour replonger dans le sujet et puis on se retrouve juste après. C'est au IVe siècle que tout commença, sous le règne de l'empereur Constantin et du pape Libère, que la naissance de Jésus-Christ fut officiellement fixée au 25 décembre. Cette date, proche de festivités païennes du solstice d'hiver, aurait été choisie pour capitaliser sur leur symbolisme et en faciliter l'adoption par la population. Au Moyen-Âge, le monde célèbre aussi la Saint-Sylvestre, également connue sous le nom de Réveillon du Nouvel An, qui est une célébration annuelle qui marque la transition de l'ancienne au nouveau calendrier. Elle trouve son origine dans des traditions séculaires. On tire son nom de Sylvestre Ier, pape de l'Église catholique au IVe siècle. Sa fête, fixée au 31 décembre, commémore sa mort survenue en 335. Cependant, la célébration de la fin de l'année est antérieure à l'époque de ces papes. En RDC, ces célébrations ne font pas unanimité si pour certains la fête de Noël et le réveillon de Nouvel An est une fête chrétienne. Pour d'autres, par contre, ces célébrations restent païennes. Noël devint une fête centrale dans le calendrier chrétien européen, marqué par de célébrations religieuses et de coutumes populaires. La Saint-Sylvestre est aussi une célébration universelle qui nous rappelle le pouvoir du partage, alors que des millions de personnes à travers le monde se réunissent pour célébrer l'aube de nouvelle année. Échangeant de sourires, de vœux chaleureux d'amour, de paix, de bonne santé et se faisant la promesse commune d'un avenir meilleur. Voilà, nous sommes de retour sur Business and Market Television, BMTV, et nous avons aujourd'hui choisi d'évoquer un sujet très important qui nous intéresse. Il s'agit de notre santé mentale vis-à-vis de la gestion des festivités de fin d'année, du début de l'année, mais aussi des problèmes que nous rencontrons au niveau de la société. Et pour ce faire, vous le savez, dans nos habitudes, nous ne pouvons que recourir aux personnes ressources. Nous avons fouillé, nous avons fouiné et nous sommes tombés sur le professeur Josué Ozoa Latem. Il est professeur à l'université de Kinshasa et aux différentes universités du pays, psychologue, clinicien, psychothérapeute du centre de santé mentale Téléma. Professeur, je vous dis bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir, M. Blaise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons effectivement avec vous essayer de nous ressourcer pour que vous puissiez nous permettre de sortir beaucoup plus ragaillardi au terme de cette émission par rapport aux différents problèmes qui rongent la population congolaise. Nous commençons une année, elle est belle, on y va, on y va. Il y a certains événements qui interviennent au courant de l'année. Et dont, effectivement, pour vous, le parent, vous le savez, il y a les Minerval, ainsi de suite. Mais l'époque la plus cruciale au courant de l'année, ou le moment, l'instant le plus crucial, ce sont les festivités de fin d'année. Il faut que les enfants, selon nos coutumes, hein, certainement que nous avons acquises de ceux qui nous ont colonisés, de ceux qui nous ont apporté la bonne nouvelle, c'est-à-dire les chrétiens, il faut que les enfants aient des habits, il faut que les enfants mangent, il faut que les enfants aient des cadeaux. Et ce jour-ci, ça va encore avec le monde qui est devenu un village planétaire, il faut qu'il y ait des photos avec pyjama, ainsi de suite. Alors, comment percevoir sur le plan psychologique ces instants qui sont assez cruciaux parce que, n'ayant pas de ressources, beaucoup de parents vont même jusqu'à s'endetter et rendre difficile le début de l'année prochaine. Voilà, merci pour votre préoccupation. Et je comprends votre souci et les soucis de nos téléspectateurs, parce que ce sont des moments
cruciaux, des moments de festivité. Mais d'entre des jeux, je dirais, il y a des aspects qu'il faut relever à ce niveau. Il y a l'aspect positif des festivités et aussi l'aspect négatif. C'est vrai, quand vous avez commencé à introduire, vous avez beaucoup plus mis l'accent sur les aspects négatifs. Mais j'aimerais d'abord qu'on puisse relever aussi des aspects positifs liés à la festivité. Je vous en prie. Quels sont les aspects positifs? Voilà, j'ai aimé l'introduction, vous avez dit l'année a commencé, on a beaucoup dépensé pour des frais, par-ci par-là, on a mobilisé d'énergie, on a fait face à beaucoup de situations. Et maintenant, nous sommes à la fin. C'est comme si on a pris le vol, on est monté, on a connu beaucoup de secousses. Maintenant, on veut atterrir. Maintenant, c'est la fin. Donc, positivement, c'est bien parce que la fin de l'année montre que on était fort, on était victorieux, on a passé de durs moments. Et voilà, maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Donc, c'est que nous sommes forts, c'est bien. Et par conséquent, toujours du côté positif, il faut bien profiter de ces moments. Parce que c'était des moments intéressants, la fin, il faut profiter de ces moments parce que c'est le moment de joie, le moment de réconfort et ça contribue dans le bien-être de la personne. Vous voyez, parce que c'est pas toujours bien de tout le temps de pleurer, il faut aussi se réjouir. Donc ça contribue dans le bien-être de la personne. Nous disons, ça fait partie de ce que nous appelons la santé mentale positive. Okay. Mais au-delà de ça, vous voyez aussi l'effet des décorations. Vous voyez par-ci, par-là, parce qu'il y a Noël, il y a Bonne Année, on arrive à décorer l'endroit, même la maison, il y a décoration. Ça aussi, il y a un aspect positif, parce que le psychothérapeute aujourd'hui parle d'une thérapie qu'on appelle l'art-thérapie. Voilà, ça fait du bien. Vous voyez la manière de décorer, les décors changent un peu. On était habitué à un décor, maintenant on a décoré, c'est des nouveaux. Ça fait du bien dans le bien-être de la personne. Donc tout ça constitue ce qu'on appelle des aspects positifs des moments de festivité. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des côtés positifs qu'on venait de parler. Les côtés positifs est que nous devons faire face à nous, les parents. Donc, les parents doivent faire face aux pressions des enfants, aux pressions de la communauté, la famille, tout ça, tout ce que vous venez de dire. Donc, c'est vraiment un moment de pression. Et toutes ces pressions constituent en psychologie, pour l'individu, des stress. Vous voyez, des stress, ça constitue des stress. C'est-à-dire, les stress, par définition, ce sont des réactions psychophysiologiques de l'organisme qui se trouve dans une situation de pression ou de tension. Voilà, des pressions, tout ce que nous venons de parler lié à la festivité constitue des stress pour les parents. Notons qu'il y a des types de stress, il y a des stress absolus et des stress relatifs. Des stress absolus, c'est lorsqu'on est dans une situation qui menace son intégrité corporelle ou physique, ou morale aussi. Là, on est dans des stress absolus qui peuvent générer des traumatismes, c'est-à-dire des blessures psychiques. Mais les stress relatifs, c'est ce que nous vivons chaque jour. Dans notre vie de chaque jour, il y a des situations de stress. Par exemple, vous prenez les transports en commun pour arriver à un endroit et donné, il y a l'embouteillage. C'est stressant parce que vous allez arriver en retard. Donc, le stress fait partie de notre lot de chaque jour. Mais pendant ces moments de festivité, les parents sont butés à des stress, des pressions par-ci, par-là, qui des fois peut déranger leur santé mentale s'ils n'arrivent pas à bien gérer ces stress et mal commencer l'année. C'est ça, là, parce que nous sommes à la fin de l'année, nous devons commencer une nouvelle année. Alors, si on ne gère pas bien les stress liés à la fin de l'année, on aura un problème là-bas et aussi mal débuter l'année. Et ce ne sera pas bien de mal débuter une année. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Nous avons déjà compris tout ce que vous nous avez peint comme tableau. D'une part, vous avez évoqué les côtés positifs. D'autre part, vous avez évoqué les côtés négatifs. Mais alors, comment contenir ça? Moi, je suis un parent. Je n'ai pas suffisamment de ressources pour offrir ce que je dois offrir à mes enfants, à ma famille, à ma communauté. Mais malheureusement, nous sommes au 24 et tout ça. Et vous allez le constater, vous habitez Kinshasa, vous connaissez ce qui se passe. Professeur, vous êtes celui qui est appelé à étudier tout ce que nous avons comme faits et gestes, surtout vous qui êtes psychologue. Est-ce que vous remarquez l'engouement qu'il y a le 24 et éventuellement le 31, les 30 et les 31? C'est-à-dire que c'est vraiment à la fin d'une journée où que l'on arrive à trouver un petit moyen pour essayer de répondre au présent dans la mesure du possible par rapport à la demande de ces festivités. Oui. Comment s'y mettre?
Merci pour la question. Et en tant que psychologue, surtout parents, nous tous nous constatons cet engouement qu'on venait de parler. Mais il faut faire face à cela. Vous avez dit tantôt, il y a des pressions d'abord en famille. Les enfants disent, papa, nous voulons ça. Les amis vous appellent. Et des pressions indirectes aussi du média, par-ci, par-là, parce que les autres ont organisé ça, les autres... Donc, il faut y faire face. Mais des fois, on est buté aussi à des difficultés où on manque aussi de moyens. Peut-être les moyens ne suffisent pas pour réaliser ce qu'on envisage de faire. Alors, moi, je dirais, d'entrée de jeu, que tout ça, c'est parce que nous voulons lier tout en termes d'objets. Donc, tout en termes de moyens, en termes d'argent, en termes de tout ceci. Je vais me faire expliquer. Je vous en prie. J'ai écrit un livre qui est déjà édité dans l'édition Union européenne. L'intitulé de cet ouvrage, c'est « L'attachement de l'homme à l'objet ». Alors, sur cet ouvrage-là, j'ai démontré que l'homme actuel accorde beaucoup plus d'importance à l'objet. L'objet a une des valeurs par rapport à l'homme, parce que l'homme s'est défini, l'homme d'aujourd'hui s'est défini par rapport aux objets. Vous voyez, si par exemple quelqu'un perd son téléphone, vous verrez qu'il va faire les deuils comme s'il a perdu un être cher. Vous voyez, donc tout ceci pour montrer combien le détachement à cet objet-là le fait souffrir. Dans notre communauté, si quelqu'un par exemple a un véhicule, on va l'honorer différemment s'il n'a pas de véhicule. On dira ce type-là c'est un grand prêtre parce qu'il en a. Vous voyez, l'objet permet à l'homme de se définir. Mais malheureusement, la quête de l'objet, on commence à tout lier à l'objet, il faut en avoir. Donc ce n'est plus être, le verbe être, je suis qui définit l'homme, c'est le verbe avoir qui définit l'homme. Donc on ne se définit plus par je suis, mais on se définit par avoir. Quand on a, c'est qu'on est. C'est ce qui est mal. Alors c'est cette quête-là de l'objet qui fait que l'homme d'aujourd'hui fait tout pour en avoir. Et parce qu'on doit avoir, et même tout est lié par rapport à cet objet. Revenons au moment des festivités, vous verrez que les parents pensent que si moi j'ai l'argent, j'achète ceci, si je fais cela, c'est là que c'est bien. Donc si je n'ai pas l'argent, c'est que c'est foutu. Voilà, c'est là l'objet. Objet ici, c'est objet argent. Mais moi j'ai dit, nous devons dépasser ce niveau-là. Vous voyez, pour bien gérer ces moments de festivité, il ne faut pas accorder à l'objet, l'argent, la priorité de tout. Parce que si on se retrouve dans des crises financières, comment on va faire face? Je pense qu'au-delà de ça, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur ce qu'on peut offrir à autrui. Papa vis-à-vis des enfants ou bien à autrui. Ce qu'on peut offrir à autrui pendant des moments de festivité, c'est d'abord votre présence physique. Le fait d'être avec les enfants, le fait d'être avec les autres, passer des moments ensemble avec les autres. Je pense que c'est ce qu'il faut par rapport en termes d'argent ou de moyens financiers. Donc, on doit beaucoup plus enlever l'idée que c'est l'argent qui fait beaucoup plus la fête, mais plus des moments passés ensemble avec les autres. L'être voilà, doit primer sur l'avoir. Doit primer sur l'avoir, vous comprenez? Donc, vous voyez, c'est ça le problème. On est un peu dévié parce qu'on pense que l'avoir, c'est ce qu'il faut. Moi, je pense que pour mieux gérer ces moments, au-delà de tout, il faut d'abord accorder plus l'importance sur l'être. C'est-à-dire votre présence avec les autres, ce que vous pouvez offrir aux autres en termes de votre présence, assistance, à côté de partager des moments ensemble que vous n'avez pas eu le temps peut-être pendant toute l'année, c'est ce qu'il faut au détriment de tout. Très bien. Maintenant, la méthodologie, par exemple, voilà, je dis à mes enfants, non, oui, je leur fais des promesses, bon, on verra et tout ça. Comment je m'y prends sur le plan factuel? Bon, comment pas seulement pour ceux qui ont des enfants, même d'autres qui n'en ont pas, mais qui ont la pression de la sœur ou du frère ou je ne sais pas qui. Voilà, j'ai dit, c'est ça les mots, c'est-à-dire les mots de tout, donc de toute la pression, c'est ça, parce qu'on s'est défini, il faut avoir l'argent, il faut avoir ceci. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais d'avoir l'argent, nous devons en avoir, mais nous ne devons pas tout lier en termes d'argent. Vous voyez, il faut que ces moments de festivité soient beaucoup plus des moments qu'on est ensemble, d'être ensemble avec les autres, passer des bons moments. C'est ce qui est beaucoup plus important pour ne pas subir de pression. Mais je vais revenir par rapport à ce que vous venez parler par l'argent. Mais je vais peut-être donner des exemples pour montrer plus l'importance qu'on peut accorder à l'être que par rapport à l'argent ou à avoir. Alors, mes deux exemples. Le premier exemple, c'est lié à la consultation. Une fois, j'ai reçu en consultation un couple dont l'homme s'est plaigné de sa femme
Il a pris 10 minutes pour expliquer combien la femme ne comprend rien, sa femme ne comprend rien, alors qu'il les met dans de bonnes conditions. Il dit, toutes les femmes du monde vont aimer ce que je donne à mon épouse. Moi, j'ai dit, bon, je demande à la madame, regarde aussi le mari. Il dit, je lui donne à manger. Chaque jour, j'ai acheté des véhicules pour elle. J'ai fait ceci, j'ai fait. Et tout ça, c'était en termes d'objet. Alors, mais elle n'est pas toujours satisfaite. Je demande à l'épouse, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, elle me donne tout ça, c'est bien, mais elle n'est rarement à la maison. Alors, donc, je comprends que donc pour l'homme, il pense que donner à la femme de l'argent, tout ça, c'est suffisant. Alors que pour la femme, c'est sa présence à la maison qu'il faut. Vous voyez, il y a aussi cet élément-là. Donc, la présence de l'être vaut mieux que ce qu'on peut lui donner. Et deuxième exemple, c'est l'exemple d'un enfant du pasteur. C'était dans un groupe école de dimanche, comme on appelle. La monitrice demande aux enfants, quel est le métier que vous n'enverrez jamais le faire, donc vous n'allez pas le faire. L'enfant du pasteur soulève la main, on le désigne, il dit, je n'aimerais pas faire le métier du pasteur comme mon père. Alors, la monitrice était curieuse, elle dit, mais qu'est-ce que ça? Daddy, vous ne voulez pas faire le métier? Il dit, oui, pourquoi? Il dit, c'est parce que papa est tout le temps à l'église avec les bandémis et nous sommes seuls. Voilà, moi je pense que, voilà, vous comprenez un peu. Donc, passer des moments avec les enfants pour ces papas-là, pasteurs, c'est ce qu'il faut d'abord. C'est ce qui est plus important que de leur donner de l'argent ou des moyens. Alors, donc, c'est ça ce que moi j'ai dit, ça va lutter à ne pas se faire des pressions. Mais non, revenons par rapport à l'organisation matérielle qu'on venait de dire pour des festivités. Oui, il faut un minimum, parce qu'on travaille, on est parents, il faut un minimum pour satisfaire les besoins de sa famille, les besoins des siens. Les enfants aussi, il faut un minimum. Mais il ne faut pas mettre la barrière très haut. C'est-à-dire vivre avec ses moyens. Parce que si vous, par exemple, vous avez 100 $ et vous voulez organiser quelque chose de 300 $, vous voyez que vous êtes au-delà et vous allez beaucoup plus souffrir. Vous allez vous endetter et être dans un état de mal-être psychologique, c'est-à-dire être dérangé, même à souffrir de la dépression. Combien de parents dépriment parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Moi, je pense que le minimum, mais il faut accepter à vivre avec ses moyens et essayer de réfléchir comment on doit vivre avec ça. Mais l'importance, c'est plus le temps qu'on pense ensemble avec les autres, qui est plus les moyens. Merci beaucoup. Alors, tout ça, ça résume ce que vous appelez la santé mentale, c'est ça du Congolais. Mais parlons justement de cette santé mentale du Congolais. Est-ce que vous avez l'impression, je ne sais pas, il y a l'étude, elle est vraie, les données sont vraies. Le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, je crois que c'était au courant cette année ou l'année passée, si je ne me trompe pas, il semble que nous serions, on aurait pratiquement près de 20 millions de Congolais qui souffrent d'une maladie relative à la santé mentale. Nous le constatons quand on circule, les gens sont très nerveux. Les gens sont prompts à insulter, prompts à se battre. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre santé? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Est-ce vrai d'abord que quand vous marchez, quand vous vous promenez, comme professeur, comme psychothérapeute, d'ailleurs du reste d'un des centres de santé mentale le plus prestigieux ici chez nous en République démocratique du Congo, centre de santé mentale Téléma, est-ce que vous arrivez à déceler des indicateurs qui vous disent que ce monsieur doit avoir un problème mental? Quels sont comment je peux dire, les constats que vous avez dégagés d'abord? Oui, merci pour la question. Ce que vous venez de dire, c'est une réalité. C'est vrai, si quelqu'un a un problème de santé physique, par exemple, maux de ventre, il peut commencer à se lamenter, tout le monde va remarquer que ça ne va pas. Mais quand quelqu'un a un problème de santé mentale, des fois, les gens pensent que c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, nous devons d'abord définir ce qu'on appelle la santé mentale. Pour ne pas être trop savant, je dirais seulement, la santé mentale, c'est un état de bien-être. Et cet état de bien-être qui permet l'individu à faire face à ses problèmes, à résoudre d'abord ses problèmes personnels et de manière adéquate, et aussi à contribuer au bien-être de sa communauté. Voilà, pour ne pas être trop savant, j'ai donné une définition trop simpliste. Oui, ça va. Ok. Maintenant, ces problèmes de santé mentale, pour être dans l'équilibre, le problème est que c'est comme un continuum qui va des positifs aux négatifs. Vous voyez? Alors,
ça dépend de là où on se situe. Soit on se situe du côté positif, on a une bonne santé mentale. Soit on se situe du côté négatif, on a un problème sérieux de santé mentale. Mais l'individu peut évoluer du côté positif vers le côté négatif. Vous voyez, en passant par une période que nous appelons la détresse psychologique. La détresse psychologique, c'est-à-dire qu'il est dans l'état de bonne santé mentale, mais il évolue vers l'état de mal-être psychologique ou bien mauvais état de santé mentale. Alors, mais si vous m'avez posé la question de savoir quels sont les indicateurs, mais il y en a. Vous-même, vous avez relevé dans notre société. Si vous voyez les gens en train, à moins de rien, en train de crier pour rien, en train d'insulter comme ça, ils se fâchent. Si vous allez dans des terrasses, vous verrez que les gens aiment boire, passer des temps à boire, ou bien, je ne suis pas contre les églises, c'est bien, mais les gens vont passer des temps, par exemple, le moment de travailler, mais il est là en train de prier. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que dans notre société, il y a vraiment un sérieux problème de santé mentale. Et c'est que les études ou les statistiques du ministère de la Santé, c'est vrai, il y a un vrai problème, un vrai sérieux de santé mentale plutôt, au chef des Congolais, malheureusement. Et vous, quand vous allez effectivement faire vos analyses ou vous posez vos diagnostics, vous décelez quoi? Vous venez d'expliquer une sorte de, je sais pas, c'est une sorte de continuum, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Il y avait le côté positif vers le côté négatif. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui avait un bon travail et tout ça, qui perd ce travail-là et qui fait ce qu'on appelle la dépression. Voilà. Et la personne tombe. Et d'autres aussi quittent. Est-ce qu'il y a possibilité de quitter de cet instant-ci négatif pour aller vers l'instant positif? Et quels sont les éléments qui peuvent concourir pour vous permettre d'aller là-bas? Est-ce que vous-même, dans votre tête, vous pouvez surmonter cela, ou bien c'est seulement l'effet matériel ou l'environnement qui peut vous permettre d'aller vers là-bas? Voilà, alors, ce que vous dites, quelqu'un peut quitter, vous-même, vous aimez votre exemple, peut quitter des côtés positifs pour aller vers le côté négatif, dans l'état de santé mentale. Par exemple, quelqu'un qui se voyait épanoui par rapport à son travail, et du coup, il est licencié, vous voyez, et il peut quitter des positifs pour négatifs. Maintenant, il commence à se poser des questions sur sa vie, sur s'il est père de famille, comment il doit prendre soin des siens. Tout ça peut les déstabiliser, il peut déprimer, c'est-à-dire l'entre des côtés négatifs. De même, dans une relation, j'ai déjà rencontré des cas comme ça, une demoiselle qui est vraiment effondrée, on me l'a amenée, elle n'arrivait même pas avec des traits de paralysie même. Pourquoi? Parce que oui, parce qu'elle était dans une relation amoureuse, elle aimait vraiment son amant qui lui a promis le mariage, mais quelques jours après, le monsieur lui a dit, bon voilà, et il faut refaire ta vie. Moi, j'ai pris quelqu'un d'autre ou d'autres décisions. Vous voyez, cette information-là a vraiment affecté un choc, une déception amoureuse au point où elle s'est fondée. Donc voilà, n'importe quelle situation dans la vie peut nous pousser à quitter des côtés positifs pour aller vers des santé mentale négatives. Alors, maintenant, vous avez posé la question, comment on peut aussi quitter des côtés négatifs pour aller vers les côtés positifs? Mais là, c'est en rapport avec la prise en charge. Il faut bénéficier d'une prise en charge, parce que de soi-même comme ça, quitter des santé mentale négatives, donc mal-être psychologique, pour être dans le bien-être, il faut bénéficier d'une prise en charge. Il y a des spécialistes qui sont là, nous-mêmes nous sommes là, et avec les autres, il y a les neuropsychiatres, des psychiatres qui sont là, les neurologues, les psychologues cliniciens, qui nous équipent, c'est notre travail. Nous prenons en charge des cas de personnes dans ce sens-là. Alors, donc, il y a la prise en charge que nous préconisons. Mais vous dites, les rétablissements, nous devons savoir qu'en chacun de nous, moi je suis chrétien, j'ai dit, Dieu a mis à nous un mécanisme qui nous permet de rebondir lorsque nous avons des chocs. Vous voyez, donc c'est possible. C'est possible. Monsieur Blaise, vous avez connu dans votre vie beaucoup de situations. Mais aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes par rapport à tout ce que vous avez connu là. Mais donc Dieu a mis en nous des mécanismes qui nous permettent de rebondir quand nous avons des situations. Et ces mécanismes-là, nous les spécialistes, nous l'appelons résilience. Vous voyez, mais il faut un spécialiste pour vous aider, vous aider à déclencher cette résilience-là qui est en vous, afin que vous arrivez à surpasser la situation qui vous rencontre. Ce qui n'est pas facile. Oui, ce qui n'est pas facile, bien sûr, ce n'est pas facile. Ouais, nous sommes en train de parler, mais le vécu de cela, vous voyez, vous avez investi dans votre travail, et maintenant qu'on vous dit que vous ne pouvez plus travailler, avec des mots, oui, mais vivre ça, vous voyez que ce n'est pas facile. Alors, contrairement en Occident, en Europe, ici chez vous, donc moi par exemple, qui
estime peut-être être en bonne santé sur le plan mental, ce qui n'est pas une évidence, hein, ça peut ne pas être une évidence, j'ai du mal à aller voir un psychologue clinicien et tout ça. En Europe, ils le font, c'est régulier. Alors, quels sont les événements qui peuvent nous permettre, nous, si vous pouvez citer quelques éléments qui nécessitent à ce qu'après, ou bien dès que cet événement survient, que nous allions voir des psychologues qui peuvent nous prendre en charge. Nous, parce que nous, qu'on se casse une jambe, on va pas voir qu'on ampute la personne, on ne va pas voir un psychologue. Que l'on perde un enfant, on ne va pas voir un psychologue, tout ça. Que l'on perde un parent. Quels sont les événements qui nécessitent un accompagnement après une sorte de faisabilité de cet événement-là? Ok, oui. Ce que vous avez posé comme préoccupation, c'est un problème purement culturel. Vous savez, vous avez dit en Occident, c'est vrai, les psychologues ou les psychothérapeutes sont connus. Il est même recommandé dans certains milieux, il faut avoir un psychologue permanent, soit dans certains milieux, à l'hôpital. Il n'y a pas que les médecins, il y a des psychologues. Il y a des psychologues dans des hôpitaux, il y a des psychologues même en famille. Il y a des psychologues même en milieu scolaire. Chez nous, c'est quand vous commencez à ramasser la poubelle et tout ça, on dit non, celui-là, il faut acquéter les mains. Voilà. Ça aussi, c'est un autre problème. J'avais peut-être manqué de dire ça. Certains pensent que santé mentale égale maladie mentale. Ça, c'est ce qui est faux. Okay. Ce qui est faux. Santé mentale n'est pas égale à maladie mentale. Maladie mentale, c'est un état de mal-être, je vous ai expliqué dans le continuum. Donc, même maladie mentale a des degrés, a des différents degrés. Donc, santé mentale n'est pas égale à maladie mentale. Alors, revenons. Quelles sont les situations qui peuvent nous pousser à contacter un psy? Il y en a beaucoup. Je peux dire d'emblée d'abord, lorsqu'on se retrouve dans une situation de mal-être, c'est-à-dire on sent qu'en soi-même, il y a un ça ne va pas. On s'est dit que auparavant, peut-être je faisais ça bien, mais maintenant, je n'arrive pas à faire ça. Soi-même, on s'est dit que non, ça ne va pas. À ce moment-là, on peut essayer de consulter un psy pour être accompagné. Dans des situations du genre, quand on a connu des chocs, même des chocs liés au décès d'un être cher, des chocs liés, des chocs qui peuvent être traumatisants pour la personne, c'est-à-dire qui peut lui blesser, des cas où la personne a connu des tonneaux, c'est-à-dire accidents de circulation, des cas de l'annonce des diagnostics, de certains diagnostics, on n'a pas préparé ça. Vous arrivez comme ça, on vous dit par exemple que vous allez subir l'opération, peut-être dans votre tête, toutes les personnes que vous avez connues dans le passé qui ont subi ce genre d'opération étaient décédées. Alors vous, dans votre tête, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là? Donc moi, parce que je vais subir l'opération, donc je vais aussi, moi, je serai mort comme les autres. Vous voyez, ce genre de situation, il faut aussi, ça nécessite un accompagnement psychologique, des situations où on est même en couple, en famille, même avec votre époux ou épouse, si vous ne vous attendez pas sur certaines choses et la vie devient invivable, intenable, ou bien quand il y a des violences, même verbales ou morales, ou j'appelle ça des violences invisibles, dans des cas de harcèlement, même dans les milieux du travail, même si vous pensez que les autres vous dépassent, c'est comme si vous reculez votre vie, vous faites des surpasses, et que les autres sont mieux que vous. Donc, quand vous posez des questions du genre existentiel, pourquoi moi je suis ceci, pourquoi pas, pourquoi les autres, tout ça aussi, il faut consulter un psy. Bref, il y a beaucoup de situations, beaucoup de cas, et j'ai pu les résumer quand la personne se retrouve dans une situation de mal-être. Mais ça peut être aussi la personne, vous aussi, vous regardez votre frère, votre proche, vous sentez que son comportement a changé. Il était bien, mais maintenant il commence à boire un peu trop. Voilà, ce sont des signes qui montrent qu'il a besoin de l'aide. Ou bien l'insomnie qui s'installe comme ça, vous ne savez pas, mais vous ne dormez pas bien, vous avez l'insomnie, vous devez chercher un psy. Ou bien même manque d'appétit, donc comme ça vient comme ça. Ce sont des signes, ou bien des colères sans raison, vous commencez à vous énerver même moins de rien. Ce sont des signes qu'il y a un ça ne va pas. Très bien. Alors, on va parler de nous les jeunes. Hein. Il faut que nous revenions à nous les jeunes. Les jeunes, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, dans la tranche d'âge allant de 33 jusqu'à 45 ans, il y a beaucoup de morts dans les chefs des jeunes. Qu'ils aient du travail ou pas, qu'ils soient dans des bonnes conditions ou pas, il y a des morts liées aux AVC, ou plutôt des paralysies qui interviennent. J'en connais beaucoup qui, en principe, nous voyons
que ceux qui étaient dans ces genres de situations, c'était des personnes plus ou moins âgées à l'époque. Vous voyez, le vieux, il a fait un AVC, au regard de l'âge, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe que nous, les jeunes, arrivions à ces genres de situations où on a une paralysie, on a un AVC, alors qu'on a un bon travail, tout ça. C'est quoi le problème? Bon, c'est une situation que vous venez de relever, un constat. Peut-être on peut l'analyser cas par cas, mais de manière générale, nous pouvons peut-être dire que si cela arrive auprès des jeunes, la jeunesse, c'est une tranche d'âge, sur le plan psychologique, c'est une tranche d'âge vulnérable dans le sens où on cherche à s'affirmer. Vous voyez, parce que l'enfant, c'est celui qui vit indépendant. C'est-à-dire on est enfant psychologiquement parce qu'on dépend d'eux, des parents ou des adultes. Mais adolescent, c'est celui qui veut se découvrir parce qu'il ne se connaît pas qui il est. C'est pourquoi il y a crise d'adolescence. La plupart de ces jeunes-là sont dans des groupes de Kuluna parce qu'ils cherchent à s'affirmer d'une certaine manière, se découvrir. Mais l'adulte maintenant, c'est quelqu'un qui a le poids des responsabilités. Vous voyez, au sein de la société, tout le monde les regarde, tout le monde les lie à certaines choses et ça constitue des pressions. Parce qu'on dira, par exemple, des jeunes de votre âge se marient, des jeunes de votre âge ont des véhicules. Voilà, ce sont des pressions indirectes. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à réaliser des pressions des autres, ça peut constituer un problème. Un problème où il peut se poser des questions, déjà, pourquoi ça m'arrive, pourquoi. Et se poser des questions qui n'ont pas de réponse peut être source de stress et peut le conduire à avoir des perturbations psychologiques, même organiques, comme venait de parler, même à subir des AVC. Mais au-delà des pressions des autres, je peux peut-être évoquer aussi un autre élément pour expliquer ça. Les problèmes de vouloir toujours, comme je l'ai dit, si je rentre dans ma thèse que je parlais de l'attachement à l'objet, vous voyez, on cherche toujours à être comme tel, on cherche toujours à en avoir, ce qui n'est pas mauvais, avoir des ambitions. Mais si, par exemple, on s'est dit, au début de l'année 2020, quand on s'était dit, bon, cette année ici, je dois avoir une véhicule comme tel. Mais on arrive à la fin de l'année, on n'en a pas. On s'est dit, bon, voilà, on se sent perdu, on se sent moins de valeur parce qu'on n'en a pas. Parce qu'on n'a pas un véhicule. Non, parce qu'on n'a pas, c'est pas ça le début. Si quelqu'un avait dit, bon, moi, il y a même des gens qui imaginent des choses. Hein. Si je n'ai pas, à la fin de l'année, si je n'ai pas de véhicule, c'est que Dieu n'existait pas. Là, vous mettez encore des débats trop, parce que comme si c'est Dieu qui vous avait dit que vous aurez le véhicule. Et tout ça, ça crée des problèmes si vous n'en avez pas. Vous voyez, vous vivez dans des confusions mentales, vous vivez dans des déséquilibres. Donc, voilà, vous n'êtes plus vous. Vous voyez, tout ça, sur le plan psychologique, peut être à la base de beaucoup de problèmes de santé, même organiques aussi. Donc, je disais tantôt, il faut l'analyser cas par cas, mais d'emblée, je dirais que les jeunes, donc, la plupart des jeunes qui se sentent, leur vie, c'est comme on les a sacrifiés, comme si ils sont moins que les autres, comme s'ils ont raté leur destinée, ils ont raté leur vie. Ils peuvent plonger dans ces genres des... Et la fatalité, c'est quoi? Bon, ils se disent, bon, ok, ça peut être soit des suicides ou bien soit dépression, suicide, parce que n'oubliez pas, quand on parle de suicide, on ne voit pas seulement l'acte, hein, même la tendance suicidaire, même les idées suicidaires, tout ça fait partie des suicides. Beaucoup peut-être n'en parlent pas, mais ils ont des idées. Les suicides, ce n'est pas que l'acte. Il n'y a pas que l'acte. Il y a l'acte, bien sûr, mais il y a la tendance suicidaire, c'est-à-dire vous avez tenté de se suicider, mais il y a aussi les idées suicidaires. Tout ça constitue des faits liés au suicide. Voilà. Mais comment expliquer, professeur, heureusement que je vous ai, ça me vient à l'esprit tout de suite. Je crois que le taux de suicide, nous qui sommes en difficulté ici en Afrique subsaharienne, il est moindre par rapport à ceux qui sont dans le bien-être au niveau de l'hémisphère nord. C'est-à-dire, on prend certains pays qui ont un joli PIB, dont la prise en charge sociale est assurée et tout ça. Comment expliquer cela? Voilà, ce sont en fait des idées qu'on s'est fait. Des fois, on pense que certaines choses, c'est seulement et là-bas, pas chez nous. Non, il y a aussi des gens qui... Les cas de suicide chez nous. Hein, si vous consultez le docteur Samba, je le salue, le directeur du programme national de santé mentale vous dira. Il y a même un jour, il nous a partagé que les statistiques de suicide en RD Congo, et vraiment, il y a des cas de suicide. C'est réel, un problème réel chez nous. Moi, personnellement, dans ma pratique clinique, j'ai reçu beaucoup de jeunes avec soit des idées suicidaires, soit des tendances suicidaires. Et dernièrement, j'ai été invité dans une famille pour leur enfant qui avait des tendances à se suicider. Vous voyez, donc ce sont des cas réels, pas seulement au nord, pas chez nous. Est-ce qu'on peut lier les suicides avec le confort, tout ça? Moi, je pense,
Oui, mais pas tellement. Il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer un fait. Mais il n'y a pas que ces facteurs-là. Par exemple, comme je l'ai dit, des cas de dépression, un jeune qui pense que sa vie, il a raté sa vie et que les autres sont mieux leur vie que eux, ça peut le conduire aussi à se poser des questions et trouver que l'essentiel pour lui, c'est mettre fin à sa vie. Donc, ce n'est pas lié, le suicide n'est pas seulement un problème du Nord, des gens du Nord. C'est actuellement, vous voyez, vous avez dit tantôt, nous sommes dans le monde des villages planétaires, donc on subit des influences par-ci, par-là. Et donc, même ici, il y a aussi des cas de suicide. Alors, je reviens à... Parce que tout ce que vous êtes en train de dire ici, je peux le résumer curieusement à ce que vous avez écrit. On a comme l'impression que l'homme, dans votre ouvrage, l'attachement de l'homme à l'objet, et parmi les solutions que vous avez préconisées en son temps dans le livre, certainement vous avez préconisé de solutions. Oui. Quelles sont ces quelques solutions qui peuvent aider nos téléspectateurs à gérer au mieux leur quotidien? Voilà. Des solutions pour mieux gérer leur quotidien. Parce que les pasteurs vous ont remplacé dans ce genre de situation. Hein. C'est eux qui trouvent beaucoup plus de solutions. Oh, faites ceci, et Dieu va agir. Apparemment, moi j'ai dit souvent, il faut peut-être voir un psychologue plutôt, c'est vrai que je suis chrétien, le psychologue peut vous dire ce qu'il faut faire plutôt que le pasteur qui n'a pas vraiment cette rationalité-là, mais il recourt à la Bible pour essayer d'apporter un pansement. Bon, avant d'aller, je vais peut-être, votre parenthèse, là, dire un mot là-dessus. Nous tous, que ce soit les médecins, nous les psychologues, les sociologues aussi, même les pasteurs ou les prêtres, nous tous nous intéressons à l'homme. Okay. L'homme en difficulté ou l'homme malade. Très bien. Mais chacun a son secteur d'activité. Vous voyez, les médecins s'intéressent au soma, au corps, parce que l'homme est un cas, c'est-à-dire il est composé de C, de A et de S. C'est ça les cas. Voilà, les cas, les C là, c'est le corps. Okay. Vous voyez, K, voilà, C-A-S. Quand vous allez à l'hôpital, on dit que c'est un cas. Voilà, pour parler de l'homme. Le C, c'est le corps. Les A, c'est l'âme, pour parler des psychés. Et les S, c'est les spiritus. C'est spirituel. Voilà, c'est ça l'homme. Dans la tripartite. Donc, ça dit, si le médecin s'occupe d'abord du corps, l'âme, les psychés, les psychologues s'occupent des psychés et les spirituels, les pasteurs ou les prêtres s'occupent des spirituels. Donc, il n'y a pas de confusion. Chacun a sa place au moins. Voilà, par rapport à l'homme. Donc, moi, je ne peux pas parler de prière quand je reçois des gens parce que là, c'est le domaine du pasteur ou du prêtre. Parce que même dans la pratique clinique, vous pouvez recevoir quelqu'un, j'ai déjà reçu des gens en consultation, ils sont bloqués mentalement, ils disent que mon problème, c'est que je suis poursuivi par des démons. Voilà, pour l'aider, je lui dis, bon, quelle est ta foi? Dis-moi, je fréquente telle église, j'ai tel prêtre. J'ai dit, ok, allez voir ce prêtre-là, dis-lui de la part du docteur qui vous a soigné, voici les documents, j'envoie peut-être la lettre, essayez d'organiser des séances de prière, parce que dans sa tête, il dit qu'il est bloqué par des esprits. Alors les pasteurs ou les prêtres qui lisent la lettre, ils font des séances de prière, et quand les patients arrivent, j'ai dit, bon voilà, on a prié, oui, c'est que les esprits qui vous bloquaient déjà, vous a libéré, alors on peut continuer. Vous voyez, nous tous, nous complétons. Vous travaillez en synergie. Voilà, pour le bien des malades, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je comprends. Alors, maintenant, revenons par rapport à ce que vous avez demandé. Qu'est-ce que le parent doit faire pour, ou bien les gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faire face à tous ces problèmes de stress? L'attachement de l'homme à l'objet. Comment sortir de cette problématique? Bon, cette problématique d'attachement à l'homme à l'objet, c'est ce qui, je dirais, c'est ce qui est d'actualité, parce que tout tourne autour de l'objet. Vous voyez, même certains diront même de guerre que les gens se font, c'est parce qu'on veut avoir l'objet, malheureusement. Donc tout tourne autour de ça. On est prêt même à faire du mal à l'autre pour avoir l'objet seulement. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ce qui est vraiment malheureusement problématique à l'ère actuelle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais citer en relevant certaines choses, même par rapport au fait des festivités. Il y a certains éléments, certains conseils ou bien certaines pratiques à réaliser que j'avais préparées avant de venir ici. Je vous en prie. Oui, d'abord, je dirais, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut de temps en temps, merci, donc il faut prendre un peu le temps, prenez du temps pour vous. C'est-à-dire, je vais inviter à chacun de nous à prendre du temps pour lui-même. Vous savez, s'il y a une personne qui vous connaît très bien, c'est vous-même. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut prendre du temps d'abord pour vous-même. C'est-à-dire avoir le temps calme, rester calme, détendu, chercher un temps de se relaxer, c'est-à-dire d'être un peu seul, calmement, et sans bruit, et c'est prendre un peu le temps de se promener, d'avoir un peu de temps avec soi-même.
Hein? Donc, très souvent, nous aimons prendre des temps avec les autres, mais moins de temps nous prenons avec nous-mêmes. C'est pourquoi j'invite nos téléspectateurs de chercher toujours à prendre des temps pour eux-mêmes. Voilà, faire des exercices physiques aussi, c'est important. J'ajoute deuxième niveau, c'est faire des exercices physiques. Le sport est vraiment capital parce qu'en faisant le sport, le corps libère des hormones du bien-être. C'est-à-dire des hormones qui contribuent au bien-être. Même pas si les sports aussi physiques, même la marche, simple marche, ça fait du bien. Alors, je dirais, il faut aussi savoir gérer des tensions au niveau de la famille. Vous voyez, parce que très souvent, au niveau de la famille, surtout avec pendant ces moments ici de festivités, il y a trop de tensions. Il faut apprendre le temps de gérer les tensions au niveau des familles. Et pour ce faire, je préconise beaucoup plus la communication non violente. Voilà, là, c'est une matière, peut-être un autre jour, nous pouvons développer. Comment voir la communication non violente? Parce que nous avons du mal à nous communiquer, hein, les uns des autres. Enfin, parce que nous communiquons par rapport à ce que nous avons intériorisé. Depuis l'enfance, nos parents criaient sur nous, c'est pourquoi nous aussi nous crions sur les autres. Voilà. Mais ce n'est pas ça la communication non violente. Donc, on va peut-être en parler. Il faut communiquer sans crier, parce qu'il y a plusieurs manières de communiquer. Hein, on peut communiquer par la violence. Vous voyez, par exemple, je ne soutiens pas ce que font les jeunes gens, le Koulouna, mais c'est une manière aussi de communiquer. Oui. Voilà, donc il y a plusieurs manières de communiquer. Et c'est pourquoi au sein de la famille, les parents doivent, les uns les autres, les membres doivent apprendre à communiquer. Bref, revenons, il y a beaucoup de stratégies, d'éléments, mais pour chuter par rapport à l'homme à l'objet, j'ai dit, ce que j'ai donné comme conclusion, c'est qu'on doit accorder plus d'importance à l'homme qu'aux objets. C'est-à-dire, l'homme doit être au centre de tout. Il faut de la considération sur l'homme, non pas aux objets. Vous voyez? Parce que le mal en est que la courbe a changé. C'est les objets qui définissent l'homme. Alors que ce n'est pas les avoirs qui doivent définir l'homme. L'homme se définit par rapport au verbe être. C'est cela. D'où on doit plus accorder plus d'importance à l'homme qu'aux objets. Combien de parents sont prêts même à tuer leur enfant parce que l'enfant peut-être a abîmé les téléphones ou bien les passeports. Voilà. Là, on accorde plus d'importance aux objets qu'à l'homme. C'est pourquoi, si par rapport à ça, j'ai cité qu'on doit changer la courbe. Et ça, c'est un travail de nous tous, tout le monde, même au niveau de la maison, on doit travailler pour accorder plus d'importance à l'homme. Même nous, dans le milieu du travail, même au niveau de la nation, nous tous, nous allons plus travailler sur l'homme. Parce que quand on travaille sur l'homme, on va beaucoup plus réussir. Merci. Pour chuter, pour terminer, vous aviez dit que quand on parlait dans le couloir, que voudriez-vous que l'État congolais fasse par rapport à la santé mentale? Il faut qu'elle soit relevée, qu'on la considère comme un problème capital, crucial ou comment? Oui, la santé mentale, d'abord je salue les efforts de l'État congolais ainsi que j'ai parlé tantôt du programme national de santé mentale avec le Dr Samba qui fait beaucoup plus d'efforts dans ce secteur-là. Il est partout. C'est vraiment un gars, un professionnel dans ce domaine-là. Je le salue comme je l'ai dit en passant. Alors, ce que je peux demander, que nous devons, l'État ainsi que les partenaires, on doit beaucoup plus miser sur la problématique de santé mentale en RD Congo. Ça doit pas être quelque chose oublié. Ça doit être une problématique de la santé publique. Vous voyez, la santé mentale doit être un problème de santé publique en RDC. Donc, il faut des sensibilisations, il faut sensibiliser, il faut préparer les gens, il faut informer, donner l'information. L'État doit beaucoup miser sur ça et les partenaires aussi qui travaillent avec l'État doivent aussi aller dans ce sens-là parce que, vous voyez, les pays post-conflit, jusque-là, il y a des guerres, il y a des gens qui sont déplacés. Justement, les militaires qui reviennent de la guerre, est-ce qu'on le prend en charge correctement, tout ça, sur le plan psychologique? Je n'ai pas l'information là-dessus, mais je pense, parce qu'il y a aussi des psychologues qui sont des militaires, je pense qu'ils font le travail, mais moi, je n'ai pas l'information là-dessus, mais je suis sûr qu'ils sont suivis et accompagnés sur le plan psychologique parce que je connais quelques psychologues qui sont militaires. Donc, je pense qu'ils sont. Même les familles, vous voyez, les déplacés des guerres, des gens qui ont perdu tout. J'ai écrit des articles là-dessus sur les déplacés, même de l'Est, des Congo, même les victimes des volcans, les sinistrés des volcans Nirangongo. J'ai écrit un article dans une revue internationale qui est sur Google. Donc, vous voyez, il y a vraiment problématique de santé mentale pour beaucoup, même ici à Kinshasa. Nous, ici à Kinshasa, même ceux qui sont en province, la problématique, c'est pourquoi l'État doit vraiment investir
dans ce secteur. Merci beaucoup, professeur, de vous être ouvert à nous. Je rappelle que je recevais le professeur Josué Ozo Alatem. Il est professeur à l'Université de Kinshasa et plusieurs autres universités en République démocratique du Congo. Psychologue, clinicien, psychothérapeute du Centre de santé mentale Téléma que nous recevons ce jour et que nous allons commencer à recevoir régulièrement. Nous vous ferons aussi découvrir comment est-ce qu'ils travaillent, quels sont les problèmes que subissent les Congolais en ce qui concerne la prise en charge mentale. Notre caméra devra descendre sur le terrain. Nous serons sur le terrain pour filmer tout cela afin que nous puissions vous montrer et que nous arrivions à guérir ceux qui peuvent encore être guéris. Merci beaucoup pour votre fidélité à la 45 de BAM Télévision. On se retrouve pour un autre programme. Au revoir.